Nous accueillons Amin Maalouf, écrivain, académicien. Vous publiez, Amin Maalouf, Le naufrage des civilisations chez Grasset. On va évoquer avec vous les thèmes qui sont à la fois dans votre livre et dans l'actualité, l'ultralibéralisme, les turbulences. Alors là, on parlait des avions, vous évoquez plutôt les turbulences identitaires, l'islamisme radical, les mots donc que vous analysez, mais peut-être avant un mot sur le Brexit que vient d'évoquer Camille Magnard. Je crois que dans le tumulte des votes et des débats anglais, il y a une chose qui passe un peu inaperçue alors qu'elle est gigantesque. À mon avis, le Brexit est mort. Il n'y aura pas de Brexit. Le vote d'hier signifiait que le Parlement allait prendre en main les choses. Ce soir, très probablement, on va rejeter le Brexit sans accord, et donc on va s'orienter gentiment, soit vers un nouveau référendum, soit vers un retard du Brexit pour un temps qui va se prolonger. Et d'ailleurs, Theresa May l'a dit hier clairement, elle dit, si vous êtes en faveur du Brexit, c'est maintenant qu'il faut voter. Si aujourd'hui vous votez non, il n'y aura jamais de Brexit. Ce dont je dois avouer, je suis ravi, parce que je pense que c'était une faute majeure de s'engager dans cette voie par l'action de quelques démagogues qui très vite se sont retirés du jeu politique et ont laissé une des grandes démocraties du monde dans une situation qu'on n'avait jamais vue. Une situation de chaos, diriez-vous, justement dans votre ouvrage. Le naufrage des civilisations, Amin Maalouf, vous décrivez la manière, je vous cite, dont les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde. Vous évoquez la situation dans votre pays natal, autrement dit le Liban, puis la manière dont tout ceci s'est emparé du Moyen-Orient, notamment en Égypte, mais aussi en Syrie, bien sûr, l'islamisme. Est-ce que ce Brexit, c'est une étape supplémentaire dans ce chaos et dans ces ténèbres, ou bien est-ce que c'est une péripétie, quelque chose qui finalement n'a pas grande importance par rapport au chaos que vous décrivez sur le dernier demi-siècle? Non, je pense que ça a de l'importance. Ce que j'essaie de décrire dans ce livre, c'est le fait que le monde va dans une direction qui est inquiétante, que nous avons tout pour résoudre les problèmes de l'humanité. Il y a un progrès technologique et économique remarquable qui nous permet d'avancer, de débarrasser l'humanité de tous les fléaux qui l'ont affecté depuis l'aube des temps, et pour une succession de raisons que j'essaie d'analyser et d'expliquer, on ne va pas dans cette direction. C'est vrai, il y a ma région natale, le Levant, que j'aime appeler le Levant, qui avait un modèle de coexistence prometteur et qui malheureusement est actuellement en ruine. Mais il y a aussi le modèle européen. Un peu ou en partie reconstruite pour Beyrouth et pour le Liban. Les choses n'ont pas empiré par rapport à la situation que vous décrivez, Amin Maalouf. Je pense que cette région avait la possibilité de produire un modèle intéressant de coexistence principalement entre ces trois grandes religions, le christianisme, l'islam, le judaïsme, qui sont présents dans cette région, qui ont un lien historique très fort avec cette région. Et je crois qu'il y avait quelque chose à bâtir, et ça n'a pas été bâti. Et je pense que le monde entier en souffre. Mais il y a aussi ailleurs, c'est-à-dire je regarde du côté de l'Europe. Bon, j'espère aujourd'hui qu'on va dépasser cette crise du Brexit, mais le modèle européen, à mon avis, était lui aussi extrêmement prometteur. Seule l'Europe avait la possibilité d'offrir au monde entier un modèle de réconciliation, un modèle de construction de quelque chose de nouveau, d'un avenir commun. Et je pense que le modèle européen tel qu'il aurait pu être est un peu en crise.
Vous dites dans votre livre Le naufrage des civilisations, c'est à partir de ma terre natale que les ténèbres ont commencé à se répandre sur le monde. Amin Maalouf, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70 à Beyrouth? J'imagine qu'à l'époque, Beyrouth devait être un véritable paradis sur terre. Qu'est-ce qui s'est enclenché là-bas à ce moment-là? Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais dans l'ensemble, moi, je viens de deux expériences levantines, qui sont celles du Liban et celle de l'Égypte. En Égypte, il y avait un modèle qui était un modèle qui s'apparente un peu à ce qu'ont été autrefois les échelles du Levant, c'est-à-dire un modèle où il y avait des communautés qui venaient d'un peu partout. Il y avait un véritable cosmopolitisme qui fonctionnait, qui avait ses travers, qui ne prenaient pas en compte les sentiments de la population locale, par exemple, quand il y avait un crime commis par un étranger en Égypte, il pouvait revenir dans son pays sans être jugé sur place, parce qu'il y avait un système d'extraterritorialité, donc il y avait des travers. Et ce système aurait pu évoluer différemment. Ce système qui a quand même produit un développement culturel extraordinaire. On a de grands poètes grecs, italiens et bien entendu de langue arabe et de langue française qui vivaient là-bas. On a un moment privilégié de culture dans cette région, et ça s'est terminé avec la montée du nationalisme, avec la montée d'un nationalisme qui était parfois à dominante religieuse, mais le plus souvent qui n'était pas à dominante religieuse, mais qui était un nationalisme militant. C'était l'époque du combat anticolonialiste, et ce combat a pris une tournure qui a conduit à la destruction de l'Égypte cosmopolite. Et ça, c'était le rôle de Nasser, qui était une grande figure. Il faut rappeler qui était Nasser. Il y a des jeunes Nasser était le grand héros du monde arabe. Il a réussi à nationaliser le canal de Suez, ce qui aujourd'hui paraît évident, mais à l'époque, c'était une victoire pour les peuples anciennement colonisés. C'était le combat contre le colonialisme, pour la libération des peuples. Et Nasser était vraiment une très grande figure. Et dans le monde arabe, on n'imagine plus aujourd'hui ce qu'était Nasser. C'est-à-dire, il y avait ces photos de Nouakchott à Jeddah. Moi, je me souviens, à Beyrouth, c'était certainement la personnalité la plus populaire, bien plus populaire que les hommes politiques locaux. Et effectivement, il avait apporté au monde arabe une dignité nouvelle. Héros du nationalisme arabe, de l'identité arabe, laïque évidemment. Et pas du tout basé sur la religion. C'est-à-dire, jamais il y avait de citation religieuse dans ses discours. Donc, c'était certainement, d'un certain point de vue, prometteur, là encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-on passé de Nasser? Alors, Nasser nationalise le canal de Suez. Il y a ensuite la crise de Suez de 56, 57, 67. Il y a la guerre des 6 jours que Nasser perd contre Israël. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a un tournant dans cette histoire à la fois du nationalisme arabe, de la fierté retrouvée du monde arabe? Est-ce que c'est là où les choses, en quelque sorte, évoluent dans le sens de ces ténèbres que vous évoquez, Amin Maalouf? En 56, Nasser sort vainqueur de la confrontation autour du canal de Suez. La crise de Suez. Il a une réaction qui est celle d'abolir en réalité l'Égypte cosmopolite. Bon. À mon avis, c'était un désastre, mais sur le moment, c'était dans l'esprit de l'époque. Il y avait la lutte des peuples pour la libération, pour l'autodétermination. Il avait l'impression de se battre pour l'avancement de son pays.
Euh, en 67, il y a eu la guerre. En Europe, on l'appelle la guerre des 6 jours. Dans le monde arabe, on l'appelle la guerre de juin ou la guerre de 67, qui a marqué une victoire très rapide et déterminante d'Israël contre le monde arabe, et qui a marqué le début du désespoir arabe, je dirais. Bon. Un désespoir qui aurait pu s'atténuer avec le temps, mais qui, pour diverses raisons, ne s'est pas atténué. En 50 ans, je pense que le monde arabe vit encore sous le choc de cette défaite de 67. Et l'une des conséquences de cette défaite, c'est l'écroulement du nationalisme arabe et la montée d'une autre idéologie qui allait devenir dominante, qui était l'idéologie islamiste. Mais alors justement, pour évoquer cette évolution du monde arabe, vous prenez une image qui est celle du Dr Jekyll devenu Mr Hyde. Pourquoi prenez-vous cette image? Qu'est-ce qu'elle signifie dans votre esprit? Parce que j'ai connu un monde arabe complètement différent. Moi, j'ai connu un monde arabe où il y avait les mêmes débats que dans le reste du monde. Le monde à l'époque était divisé autour du communisme et du capitalisme. Il y avait un débat permanent dans le monde entier autour du système politique, économique qu'il fallait adopter. Et dans le monde arabe et dans l'ensemble du monde musulman, il y avait le même débat. On oublie aujourd'hui, par exemple, que dans un pays comme l'Indonésie, il y avait le plus grand parti communiste en dehors de la Chine et de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, on parle de l'Indonésie, on dit que c'est la plus grande nation musulmane. À l'époque, il y avait une fraction très importante de la population qui était résolument laïque. Et c'était vrai dans un pays comme l'Irak, c'était vrai dans un pays comme le Soudan. Il y avait, encore une fois, les mêmes débats que dans le reste du monde. Il n'y avait pas cette particularité que l'on voit aujourd'hui dans le monde arabe. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est un monde complètement étranger, complètement différent du reste du monde, et on le regarde en se disant mais qu'est-ce qui se passe dans cette région? En réalité, ce que moi j'ai connu, c'était un monde arabe qui ressemblait au reste du monde. Et oui, et qui s'est transformé principalement à partir de 67. Et donc à partir de cette défaite qui n'a jamais été dépassée. Il faut rappeler cette défaite, donc la défaite de Nasser contre Israël, une défaite perçue comme étant assez humiliante et qui opère des bouleversements radicaux, d'abord parce que Israël étend ses frontières, et puis parce que Nasser est déconsidéré. Donc c'était la grande figure dans cette région. Et à partir de là, on a une toute autre évolution qui commence et qui va se développer un peu plus tard avec l'arrivée de l'argent du pétrole, qui va donner beaucoup plus d'importance à des sociétés qui étaient beaucoup moins ouvertes sur la modernité, beaucoup moins ouvertes sur l'Occident, et qui vont prendre de l'importance et qui vont diffuser une toute autre idéologie qui n'était plus le nationalisme nassérien avec ses défauts, mais qui était une idéologie de radicalisme religieux qui allait se répandre et avoir les conséquences que l'on sait à travers le monde. Est-ce que ça signifie, selon vous, dans cette histoire du nationalisme arabe et de ses échecs que vous évoquez dans le naufrage des civilisations, qu'on a eu en quelque sorte le remplacement d'une religion séculière, le nationalisme, par une religion tout court, l'islamisme? Oui, et c'est arrivé dans un environnement particulier qui concernait d'un côté le monde arabe et le monde musulman, mais d'un autre côté le reste du monde. Il y a eu un bouleversement, moi je l'appelle le grand retournement, qui s'est produit aux environs de l'année 79, où aussi bien en Occident que dans le monde arabe, il y a eu la montée de forces nouvelles, la montée d'un
conservatisme révolutionnaire qui était une conséquence de notamment de l'affaiblissement de l'Union soviétique, de l'affaiblissement du modèle communiste et de la crise pétrolière. Nous avons eu durant l'année 79 deux révolutions qui pouvaient paraître différentes mais qui avaient des points communs, qui étaient deux révolutions conservatrices, l'une en Iran, l'autre en Angleterre. L'Occident est entré dans une nouvelle phase de l'histoire et je pense que c'est là que le dérapage a commencé. On va continuer à évoquer ce parallèle que vous faites dans le naufrage des civilisations entre deux révolutions, celle de Margaret Thatcher et cette autre de l'ayatollah Khomeini. Quel point commun entre ces deux points de bascule pour vous, Amin Maalouf? On continuera à entendre votre grande voix. Ça sera aux environs de 8h20. Pour l'instant, vous écoutez France Culture et il est 8h. Et l'on retrouve notre invité, une grande voix, Amin Maalouf, franco-libanais, académicien, justement par rapport à ce que vient d'évoquer Frédéric Seyss, le violentomètre, d'abord dans la vie politique française. C'est vrai que ce qui change la donne, c'est que finalement tout est public aujourd'hui. Même les choses qui se passent dans une salle ont vocation à se diffuser partout. Et il y a aussi un autre facteur qui joue, et là je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a un politiquement correct qui s'installe, qui par certains côtés se justifie, mais qui aseptise la vie politique, qui aseptise les débats et qui provoque des réactions. J'ai l'impression, par exemple, que beaucoup d'électeurs de Trump aux États-Unis sont des gens qui sont irrités par le politiquement correct, et beaucoup de populistes à travers le monde misent sur cela. Ils donnent l'impression de dire, eux, la vérité que les autres ne veulent pas dire. Je pense qu'il faudrait que l'on trouve une autre manière d'être correct sans être complètement aseptisé. Et alors, on est entre nous, Amin Maalouf, ça se passe comment à l'Académie? Est-ce qu'on s'empoigne? On n'aura pas besoin d'un violentomètre à l'Académie. Il y a souvent des débats, souvent des désaccords entre les membres, mais tout se passe dans la courtoisie. Et la féminisation, par exemple, des noms de métiers, une décision récente de l'Académie, cela a-t-il donné lieu à des polémiques, des controverses au sein de l'Académie? Non, il y a eu des débats. Il y a eu des débats sur pratiquement tous les aspects, notamment sur la féminisation des noms de métiers. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous? Moi, je suis favorable à la féminisation. Rien ne s'impose absolument, parce que quand on veut féminiser un nom qu'on a l'habitude d'utiliser au masculin, il y a plusieurs féminisations possibles. On ne peut pas toujours trancher, par exemple, le mot chef. On a pris l'habitude depuis peu de temps de le féminiser en chef-feu, 2FE. Il n'est pas certain que ça va durer, que ça va s'imposer. Il y aura peut-être d'autres mots qui vont venir. Le problème du français par rapport à d'autres langues, c'est que la féminisation ne se fait pas spontanément. Bon, je sais qu'en allemand, il suffit de mettre IN à la fin de n'importe quel nom de métier et ça devient, et c'est féminisé. En français, auteur, est-ce qu'il faut le féminiser en auteureux, en autrice? C'est pas évident. Vous en pensez quoi? Moi, je pense auteur ou autrice? Je pense que auteur, même si grammaticalement ça ne se justifie pas, passe mieux à l'oreille. Et puis, ça évite d'avoir des transformations de mots, puisqu'on peut utiliser le même mot
on entend le même mot, auteur, homme ou femme. Et pour ma part, je préfère ce mot. Le New York Times a été assez dur contre les académiciens. Il a dit finalement que c'était un club de vieux mâles blancs. Vous en pensez quoi? Je pense que c'est très excessif. Je pense qu'il y a une incapacité aux États-Unis de comprendre une institution comme l'Académie française. L'Académie française est un symbole. C'est-à-dire, c'est le symbole de la place que la France accorde à sa langue et à sa culture. Il ne faut pas chercher derrière ce symbole une utilité, une rentabilité. Je pense que l'existence d'une académie depuis plus de 350 ans est emblématique de la place que la France accorde à sa langue, à sa culture, et j'espère que l'Académie continuera à préserver la langue, c'est-à-dire à la fois à lui éviter de déraper, en même temps à lui éviter de se scléroser. Et je pense que nous y travaillons réellement beaucoup, en permanence. C'est un souci permanent. Et je pense que les derniers temps, il y a eu beaucoup de choses extrêmement intéressantes, aussi bien pour la féminisation que pour le dictionnaire. Justement, en tant qu'écrivain, Amin Maalouf, vous publiez Le naufrage des civilisations. Est-ce que, pour vous, la langue témoigne également de ce naufrage, le français, pas uniquement? Vous vous exprimez dans différentes langues. Je ne peux pas ne pas regretter que la place du français ne soit plus aujourd'hui ce qu'elle a été même du temps de ma jeunesse. Il fut un temps où l'Europe parlait français. Il fut un temps où l'Égypte parlait français, ou en tout cas une bonne partie. Le Liban aussi, où vous êtes au Liban aussi. Aujourd'hui, ça en est où? Je pense qu'il y a certainement un déclin. Au Liban, la langue résiste mieux que dans d'autres pays de la même région. En Égypte, ce n'est plus une langue très présente, sauf dans un petit milieu. En Europe aussi, la langue française recule dans beaucoup de pays où elle était très présente, la Roumanie, le Portugal et d'autres. Je continue à penser que ce n'était pas inéluctable. Je pense on a raté quelque chose. Il aurait fallu véritablement être beaucoup plus conquérant, beaucoup plus agressif dans ce domaine. Il aurait fallu se battre pour que le français, comme beaucoup le voulaient, soit la langue de l'Europe. C'était possible à un moment donné. Aujourd'hui, malheureusement, la bataille est en partie perdue. Mais le destin du français dans le monde arabe que vous évoquez dans Le naufrage des civilisations, Amin Maalouf, est malgré tout assez fascinant. Par exemple, alors en Algérie, il y a une tradition d'écrivains francophones algériens. On les connaît très très bien, on les aime beaucoup. En France, ça va de Yasmina Khadra à Kamel Daoud, il y en a d'autres, Boualem Sansal. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que autant dans la Méditerranée orientale, le français a beaucoup faibli. Moi, je suis une relique de cette époque-là. En revanche, en Méditerranée occidentale... C'est un trésor national pour nous. En Méditerranée occidentale, et notamment dans tous les pays du Maghreb, le français reste très vivant, très présent, et c'est même un des grands atouts de la langue française, c'est d'être aussi présente dans les pays du Maghreb. La situation en Algérie nous fait vibrer, trembler. On s'intéresse énormément à ce qui se passe là-bas. Je vois le titre, par exemple, de l'Humanité du jour. Algérie, la jeunesse dit non aux prolongations. On se demande donc aujourd'hui s'il n'y a pas une ruse du clan Bouteflika pour maintenir ce président dans son état au pouvoir. Qu'est-ce que ça vous inspire, la situation algérienne? Parce que finalement, l'histoire du FLN en Algérie rejoint l'histoire du nationalisme que vous nous racontez dans votre ouvrage Amin Maalouf depuis Gamal Abdel Nasser. Moi, je trouve que le fait qu'il y ait eu tant de manifestations ces dernières semaines et qu'elles se soient passées dans le calme, qu'il n'y ait pas eu de violence, c'est une chose qui dénote une vraie vitalité
dans le pays. Et ça, c'est une excellente chose. J'espère que ça va continuer. Je ne sais pas où l'on va à partir de maintenant. C'est vrai que ça aurait été plus simple si au moment d'annoncer qu'il ne se représentait pas, Bouteflika avait donné une date pour de nouvelles élections. Le fait que ça reste dans le flou, le fait qu'on dise on reporte la prochaine élection et on ne sait pas exactement, c'est un peu inquiétant. Mais ce qui est inquiétant, c'est que votre autre pays, je parle du Liban, a vécu très longtemps sans gouvernement. Je ne suis pas sûr que ça lui ait porté bonheur. Je pense que... J'ai pas dit que ça lui avait porté bonheur. Non, je pense que le Liban a longtemps dans son histoire, souffert de la faiblesse de l'autorité centrale. Je pense qu'il aurait gagné à avoir un pouvoir national fort qui regroupe toutes ces communautés et qui en fasse véritablement une nation, que les gens sentent qu'ils appartiennent d'abord à leur pays, bien avant d'appartenir à une communauté religieuse. Mais ce n'est pas arrivé. En tout cas, jusqu'à présent, ça n'a pas été un succès. Il y a un télescopage dans votre livre, Le naufrage des civilisations, un télescopage que vous faites entre deux événements qui se sont déroulés en 1979. C'est une date que généralement on n'invoque pas. 1979, c'est Margaret Thatcher et la révolution iranienne, l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini. On écoute une archive de l'époque. Après 15 années d'exil en Turquie, en Irak, finalement en France, l'ayatollah Ruhollah Mousavi al-Khomeini s'apprête à rentrer en Iran. C'est sa dernière prière en terre étrangère. Ce soir à minuit, un Boeing 747 d'Air France l'emmènera vers Téhéran. Depuis son expulsion d'Iran en 1963, l'ayatollah Khomeini a consacré toute son énergie à lutter contre le régime du Shah. Celui que l'empereur appelait le vieux pouilleux a réussi à soulever tout un peuple. L'heure de la victoire est arrivée, pourtant personne ne sait à quoi pense l'ayatollah. Son visage de marbre ne traduit aucune émotion. Il y a quelques jours, lorsqu'on lui a annoncé que le Shah avait quitté l'Iran, il n'a même pas sourcillé. Pour saluer celui qu'il considère comme le leader de leur mouvement de libération, les Iraniens sont venus des quatre coins du pays. L'ayatollah, dès son arrivée, est allé se recueillir sur les tombes de ceux qu'on appelle ici les martyrs de la Révolution. Ces derniers mois, les manifestations politiques et religieuses se sont succédées, ponctuées par des fusillades meurtrières. Amin Maalouf, quel rapport entre l'ayatollah Khomeini et Margaret Thatcher? Aucune ressemblance entre les personnages, mais ils étaient emblématiques d'une transformation dans le monde. Margaret Thatcher est arrivée au pouvoir, elle a créé un mouvement qui s'est répandu d'abord aux États-Unis avec Reagan et un peu partout dans le monde, et qui disait l'État doit jouer un rôle moins important dans la vie économique, nous accordons trop d'aide sociale, les syndicats sont trop importants, et ça a changé la manière de gouverner un très grand pays, de nombreux pays à travers le monde. Ça a affaibli, je pense, l'idée d'un intérêt national. Ça a beaucoup affaibli le tissu social. Une des caractéristiques du monde d'aujourd'hui, c'est que le communisme a fait faillite, mais le capitalisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'est plus en train de tenir ses promesses. Et c'est cela qui explique, je crois, le désarroi que l'on trouve dans tous les pays du monde, et notamment en France. Et ça, c'est le désarroi qui a été mis en place par la révolution conservatrice de Thatcher et de Reagan. De l'autre côté, la révolution khoméniste a marqué un point, un tournant dans l'évolution du monde arabe et du monde musulman vers le radicalisme islamique, mais un radicalisme islamique qui pouvait arriver au pouvoir, ce qui n'était pas arrivé avant. Donc, ces deux mouvements ont
eu aussi un effet déterminant dans le monde entier, c'est la montée des affirmations identitaires. Partout dans le monde, en Occident comme en Orient, on a eu des mouvements de plus en plus agressifs sur le plan identitaire, qui sont arrivés au pouvoir et qui ont créé une atmosphère de tension, d'exacerbation identitaire qui rend la gouvernance du monde beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était. Nous sommes dans un monde qui fait face à des défis nombreux et à cause de la montée des tensions identitaires, à cause aussi de l'affaiblissement de toutes les instances internationales, à cause de la méfiance développée aussi par Thatcher, Reagan et leurs successeurs face aux institutions supranationales, qu'elles soient européennes, qu'elles soient internationales, on peut beaucoup plus difficilement faire face aux problèmes qui nous affrontent, le climat, la nouvelle guerre froide qui semble commencer, la nouvelle course aux armements qui semble commencer aujourd'hui aussi. Amin Maalouf, pourquoi les mollahs, lorsqu'ils sont arrivés en Iran, malgré les résultats, minces qu'ils ont obtenus dans le développement du pays, dans le bien-être de la population, pourquoi ceux-ci que l'on disait être là provisoirement se sont installés, si bien qu'aujourd'hui d'ailleurs plus personne ne prévoit véritablement de fin du pouvoir des mollahs en Iran, et pourquoi finalement l'islamisme s'est répandu avec cette vitesse et cette ampleur dans le monde arabe? Je pense que ce n'est pas seulement l'islamisme. Je pense que beaucoup de ces mouvements ont une composante à la fois nationale et sociale importante. Les revendications nationalistes qui existaient ont été intégrées dans l'idéologie du pouvoir de la révolution islamique. Les revendications sociales qui étaient portées par des partis de gauche ont été également intégrées, et c'est le fait que c'est cela qui fait que c'est un mouvement solide. Cela dit, est-ce qu'il restera aussi longtemps que vous le dites? Je ne sais pas. Je pense que la société. Je pense que la société iranienne est une société qui probablement aspire à autre chose. Elle aspire beaucoup plus que d'autres sociétés dans la région à la laïcité, probablement, en tout cas à une vie différente. L'Iran est un pays où il y a une vraie société civile, et il est difficile de savoir ce que cette société civile va devenir dans les décennies à venir, surtout avec la crise économique qu'il y a aujourd'hui. Mais en tout cas, lorsque vous évoquez Thatcher d'un côté, Khomeini de l'autre, on voit les deux blocs se mettre en place, et vous avez un rapport assez ambivalent au choc des civilisations. Je pense que ce que Huntington a dit, il y avait une chose, le politiste, qui est le théoricien du choc des civilisations, il a dit une chose vraie, c'est que les gens aujourd'hui réagissent beaucoup plus en fonction de leur appartenance religieuse que par le passé. Ça, c'est vrai. Il a aussi dit une chose qui ne s'est pas vérifiée, c'est que nous allons assister à un affrontement entre les ères de civilisation différentes, et ce n'est pas ce qui arrive. Ce qui caractérise notre époque, c'est l'éclatement, c'est le morcellement, c'est la décomposition. Et c'est vrai dans toutes les entre guillemets ères de civilisation. Elles ne sont pas du tout cohérentes, elles ne sont pas du tout en train de s'affronter de civilisation à civilisation. On est en train d'assister à une décomposition sociale, une décomposition morale. Ben oui, parce que choc de civilisation, c'est une chose, mais par exemple, j'ai l'impression que l'affrontement entre chiites et sunnites parmi donc les musulmans est aujourd'hui au moins aussi violent que le choc entre un prétendu Occident et un monde arabe unifié. Il est très, très violent, et il est, même s'il a des racines qui remontent à des siècles,
il est relativement récent. Il y avait très peu d'affrontements entre sunnites et chiites il y a 30 ou 40 ans. Pendant toute ma jeunesse, c'est un problème qui était marginal. Est-ce que ça évoquait quelque chose, par exemple, pour l'ayatollah Khomeini ? Probablement. Les gens sont toujours sensibles à cette différence, mais elle n'était pas essentielle dans la vie politique. Elle ne donnait pas lieu aux violences auxquelles elle donne lieu aujourd'hui. Un exemple parmi d'autres, on a parlé de Nasser. Nasser avait épousé... De Gamal Abdel Nasser, l'un des héros de l'ancien président égyptien, qui était l'homme le plus admiré et le plus influent dans le monde arabe. Il avait épousé la fille d'un commerçant iranien chiite installé en Égypte. Les gens ne savaient même pas que la femme de Nasser était chiite, parce que la question ne se posait pas. Il n'y avait pas la tension entre sunnites et chiites était potentielle, elle n'était certainement pas un facteur essentiel de la vie politique. À 8h40, on continue d'évoquer le naufrage des civilisations. C'est le titre de votre essai, Amin Maalouf, sur France Culture. J'aimerais vous entendre également sur ce que vous appelez la tribalisation du monde, puisque si le choc des civilisations doit être relativisé, en revanche, ce que l'on voit, et on vient d'en donner un exemple au travers donc de la mosaïque entre chiites, sunnites, et on pourrait même d'ailleurs encore raffiner cette question-là, est-ce que ça signifie que finalement on va vers une sorte d'ensauvagement, notamment dans le monde arabe, Amin Maalouf ? Pas seulement dans le monde arabe. Je pense que cet ensauvagement dont vous parlez, c'est vrai un peu partout. Moi, j'ai grandi dans un pays où il y avait des communautés religieuses, et j'ai toujours souffert de ce morcellement du pays en communautés, et j'avais l'impression que c'était anachronique par rapport à l'époque que nous vivions. Je pensais que ça allait un jour disparaître. C'est une étrange particularité du Liban. Et en fait, avec le temps, j'ai eu l'impression plutôt que ça s'étendait à travers le monde, pas seulement dans la région voisine du Liban, mais un peu partout. Les gens, il y a un morcellement réel dans toutes les sociétés, suscité à la fois par la montée des identités et aussi par l'affaiblissement des liens sociaux qu'il y a un peu partout à travers le monde. Et nous sommes dans un monde en décomposition, nous sommes dans un monde en voie de tribalisation accélérée. Les gens réagissent beaucoup plus en fonction de leur clan, de leur communauté, d'une sorte d'égoïsme sacré qui guide leur action. Et moi qui suis porteur d'idéaux universalistes, j'ai le sentiment que le monde n'avance pas, et alors qu'il a tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer et progresser. Et dans le naufrage des civilisations, vous évoquez avec beaucoup de nostalgie le traumatisme créé par l'échec de ce que vous appelez l'idéal levantin, et je vais citer quelques mots écrits par vos soins, Amin Maalouf. Je suis né en bonne santé dans les bras d'une civilisation mourante, et tout au long de mon existence, j'ai eu le sentiment de survivre sans mérite ni culpabilité quand tant de choses autour de moi tombaient en ruine, comme ces personnages de films qui traversent des rues où tous les murs s'écroulent et qui sortent pourtant indemnes. L'idéal levantin, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît tellement anachronique, alors que finalement il est relativement récent, et on constate que ce point qui est en quelque sorte une ligne de fracture entre différents mondes est aujourd'hui véritablement le lieu des espoirs déçus, de vos espoirs déçus, Amin Maalouf. Je crois que cet idéal levantin, le plus important, c'est que les gens puissent vivre ensemble, non pas en abandonnant leurs appartenances religieuses, mais en leur donnant une place dans leur vie, une place qui ne soit pas dominante, qui ne soit pas écrasante, qui ne détermine pas tout. Et c'est une chose qui est tout à fait possible.
Je pense que on peut effectivement y arriver dans toutes les sociétés du monde, et malheureusement, on ne va pas dans cette direction. Si j'ai adopté totalement le rêve européen, qui me paraît un des plus prometteurs du monde d'aujourd'hui, c'est justement parce qu'il permet de vivre ensemble et de bâtir l'avenir ensemble, tout en étant différents, tout en ayant une histoire différente et des appartenances nationales ou religieuses ou autres différentes. Et je souffre de voir cet idéal un peu malmené aujourd'hui. J'espère qu'il pourra se rétablir. Un mot sur votre optimisme ou sur votre pessimisme par rapport à ce qui suit, Amin Maalouf. Je crois qu'il faut être lucide. Le monde ne se porte pas bien. Si je parle de naufrage, c'est parce que je vois un peu partout des événements qui s'apparentent à un naufrage. Je regarde vers les États-Unis, je vois qu'il y a une sorte de naufrage moral qui affecte le monde entier. C'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde arabe, évidemment, c'est vrai un peu partout. Et je pense qu'il n'y aura pas de sursaut spontané, qui va arriver de lui-même. Je pense qu'il faut prendre conscience des réalités.